Eh bien bonjour, bienvenue sur rosédemiel.fr pour cet entretien avec Laura Wolf. Ici Jonathan Debache, je me trouve en direct différé à Amsterdam en compagnie de Raphaël Benizrik Bonjour. et du Rav Wolf qui a la gentillesse de nous recevoir. Bonjour Raphaël et Nathan, c'est également pour moi un plaisir de vous recevoir ici, dans mon pays, dans ma ville dans laquelle j'officie. Et je suis très content de pouvoir m'exprimer en français parce que c'est vrai que de parler en néerlandais, c'est plus difficile. Merci en tout cas de nous recevoir, on est très heureux d'être là. On a une petite pensée pour notre camarade Olivier qui n'a pas pu se libérer malheureusement. Donc le but de cet entretien, c'est un petit peu de faire le point sur l'ensemble des questions que se posent les Juifs de France d'une manière particulière, mais les Juifs en général sur la cache-route. Et donc on a compilé un certain nombre de questions qui viennent parfois de nos proches, parfois de gens qui nous suivent sur Facebook. C'est tout en fait. Il y a effectivement des questions récurrentes. Je m'en rends compte moi-même puisque je réponds beaucoup par téléphone, par SMS, par mail. Les gens ont beaucoup de questions et j'aime bien pouvoir les aider, essayer de répondre de manière exacte sur leurs doutes. Merci. Alors d'abord, je vais commencer par vous présenter nos excuses parce qu'on va sûrement vous poser des questions auxquelles vous avez déjà répondu 20 fois, 100 fois peut-être. Donc voilà, mais on espère que cette fois-ci ce sera la bonne et que tout le monde retiendra les choses et vous appellera pour de nouvelles questions. C'est Bezrat Hashem. C'est toujours avec le même plaisir, même si c'est une ancienne question, même si j'ai déjà répondu 100 fois à la même question, c'est que si on la pose, c'est qu'elle a encore un intérêt. Razak. Comment est-ce qu'on peut faire pour être alerté ou pour savoir lorsqu'un produit n'est plus autorisé? Donc, on nous a donné l'exemple de la danette au chocolat, qui était autorisée auparavant par le Beddin de Paris, qui est sortie de la liste d'une année à l'autre. Mais entre les deux, vu que la liste est éditée une fois par an, est-ce que quelqu'un qui aurait acheté de la danette au chocolat au mois d'août, par exemple, juste avant la sortie de la nouvelle liste, est-ce qu'il a acheté quelque chose de pas cachère? Enfin, comment ça se passe? Il y a un principe de chazaka, c'est-à-dire qu'il y a un principe qui dit qu'il n'y a pas de changement et qu'on peut continuer sur la lancée de quelque chose. Et c'est uniquement après vérification et dès le moment où on se rend compte du changement qu'on doit prévenir les gens. Et, grâce aujourd'hui aux moyens qu'on a et par Internet et par le réseau social, je pense que nous ne sommes jamais aussi bien placés que maintenant pour pouvoir prévenir les gens à temps. Bien sûr, au mieux, parce que c'est vrai que lorsque l'information circulait un peu plus lentement, des gens n'étaient pas prévenus comme il fallait, mais de nos jours, c'est plus avec des torches qu'on prévient les gens comme autrefois pour leur dire la néoménie, mais on arrive très vite à ce que les gens soient au courant le jour même, peut-être même au moment même où l'information est parue. Donc quelqu'un qui aurait acheté de la danette au chocolat au mois d'août l'année dernière n'a pas besoin de retremper toute sa vaisselle. Cela dépend. C'est-à-dire que si il est avéré qu'un produit n'était pas cachère, que ce soit parce qu'on s'est trompé ou que ce soit parce que eux ont changé les ingrédients de manière substantielle, c'est pas juste un doute ou une information qu'on n'a pas pu recueillir, mais que on sait que le produit est en quantité importante, c'est-à-dire plus qu'un soixantième, et que le produit est réellement non cachère, et qu'on l'a chauffé, alors effectivement, il faut cachériser la vaisselle. Mais ça peut également arriver, et c'est déjà arrivé autrefois, où il y a 30 ans à Amsterdam, un nouveau rabbin est arrivé, il a vérifié le couteau du shochet, et s'est rendu compte que le shochet n'avait plus l'âge pour faire une shrita propre et qui tremblait de la main. Et donc il a interdit la viande et les gens ont tous cachérisé leur vaisselle parce que certainement qu'il ne tremblait pas uniquement depuis aujourd'hui. Il tremblait peut-être hier et avant-hier aussi. Mais si on peut supposer que le changement n'est que depuis aujourd'hui, alors on peut entre-temps consommer. On n'est pas obligé de cachériser, excusez-moi, la vaisselle. Est-ce que les industriels, lorsque ils ouvrent comme ça leurs usines
pour vérification. Est-ce que derrière, ils prennent un engagement par rapport au changement de la recette ou est-ce qu'ils peuvent vraiment changer ça du jour au lendemain? Alors là est la grande différence entre une liste de cache-route qui est uniquement des informations qui sont données à un organisme et la certification cachère qui, elle, couvre tout changement dans l'usine. Et il y a un engagement écrit de l'usine à ne pas changer les ingrédients qui fait qu'on est derrière une garantie totale de non-changement. Alors après, s'il y a eu fraude, eh bien, ils savent qu'ils doivent des indemnisations à l'organisme de cache-route qui certifie cette usine. Et il y a une publication qui doit être faite par l'usine elle-même. Est-ce que des produits tels que qu'on peut le trouver dans des listes comme votre liste ou bien la liste du Consistoire de Paris sont considérés comme des produits certifiés cachers, où ils sont seulement autorisés? Alors, le but d'une liste est effectivement de donner l'information comme quoi les produits sont autorisés. Le choix dans ma liste avait été de ne pas prendre des produits qui sont uniquement autorisés, mais des produits qui partant de cette usine, partaient avec une surveillance rabbinique. Bien que c'était une surveillance rabbinique basique, c'est-à-dire qui s'appuie sur beaucoup de hétérim, sur des coulottes qui ne sont pas consensuelles, mais où il y a justement ce contrat avec l'importateur, comme quoi il ne peut pas changer les ingrédients, puisque c'est un contrat annuel qui signe et un contrat tripartite avec le rabbinat et avec l'importateur pour Israël. Puisqu'on parle de liste, est-ce que vous avez eu vent ou est-ce que vous avez ça dans vos cartons, un projet pas pour unifier toutes les listes, mais on va dire pour les rendre un petit peu plus accessibles? On sait qu'il existe plusieurs listes, chaque communauté a un petit peu la sienne, et on a beaucoup de mal à l'avoir en tant que consommateur. Est-ce qu'il est prévu d'unifier les choses, de faire une liste avec peut-être différents critères en disant ce produit-là il répond à tel critère de cache-route, ou peut-être de rendre les choses un petit peu plus accessibles? C'est pas simple, mais il y a effectivement un projet européen. Le bureau se trouve aujourd'hui à Vienne. Il y a 2 secrétaires qui travaillent justement sur le projet. Elles sont en train de regrouper les différentes listes. Elles sont en contact avec plusieurs rabbinim qui ont déjà une liste de cache-route. Le grand rabbinat des Pays-Bas a sur son site internet toutes les listes existantes en Europe, en mettant la responsabilité sur chaque rabbinat de manière indépendante. C'est ce qui va être fait à Vienne, puisqu'à côté de chaque produit, il y aura marqué le rabbin qui a donné l'information. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de faisable, puisqu'on peut le mettre en temps réel sur le net, et donc ensuite, s'il y a des changements, ce rabbin aura accès pour pouvoir informer tout le public à travers toute l'Europe. Mais finalement, une liste qui viendrait de Vienne ou bien une de France ne serait pas la même. Je ne pourrais pas prendre par exemple des produits autorisés dans la liste de Vienne en France, certaines fois, parce qu'on voit certains produits comme les petits lus, les petits écoliers. Beaucoup de personnes nous en parlent. Apparemment, ils sont pas cachers ici en France et cachers à l'étranger, comme en Allemagne, ou les Twix. C'est-à-dire qu'ils sont sur une liste d'un rabbinat, mais pas sur la liste des autres. Bien sûr. Les critères ne sont pas toujours les mêmes. Chaque rabbinat est indépendant pour décider s'il adhère à une koula ou pas, puisque dans ces grands centres, dans ces grandes plants, donc usines, on ne peut pratiquement rien changer. Donc c'est-à-dire que c'est le produit tel qu'il est. Le grand rabbinat d'Israël peut avoir des exigences par rapport à la poudre de lait, par rapport au bichoul Israël, c'est-à-dire que ce soit avec une participation d'un juif au niveau de la cuisson. Mais outre ces 2 éléments,
il n'y a pas de changement substantiel qui peut être fait dans une usine. Et étant donné que ces changements ne peuvent pas être faits, il y a ensuite le positionnement du rabbinat par rapport aux 10 problèmes qu'il peut y avoir dans l'usine. Et effectivement, comme beaucoup d'autres sujets dans la halakha, il n'y a pas convergence sur ces différents aspects qui sont controversés dans la halakha. Une liste unique, c'est possible. Des avis différents, c'est obligé. Mais on a l'exemple contraire dans un État fédéral comme la Suisse, où il y a un seul centre d'information de cacheroute, une seule personne qui est en charge de donner à toutes les communautés les informations sur ce qui se fait au niveau industriel en Suisse. Et ensuite, chaque communauté, selon le degré d'engagement religieux, selon les besoins par rapport à leur éloignement d'un centre de Torah et de commerce cachère avec une réelle supervision des produits, décide de mettre ou de ne pas mettre sur sa liste ces produits. Donc, il y a déjà des produits, une diversité dans les produits, mais il y a également une diversité dans les points de vue, et c'est une des richesses du judaïsme. Alors juste pour parler de votre liste, malheureusement qui est souvent, si je peux me permettre, critiquée alors que beaucoup de gens ignorent tout le travail acharné que vous effectuez pour amener cette liste-là. Vous allez visiter toutes les usines, vous voyagez de partout dans le monde pour sélectionner des produits cachers. Mais finalement, à qui elle s'adresse cette liste? S'adresse-t-elle à n'importe quel juif? Parce que bon, comme beaucoup de juifs argumentent, est-ce que c'est cachère ou c'est pas cachère? Il faut savoir cachère ou pas cachère, ou bien c'est juste à une certaine catégorie de juifs. Le déterminer de la manière dont vous le dites, une certaine catégorie de juifs, je pense que c'est pas juste, mais il faut bien comprendre que comme dans tout sujet de halakha, si on veut être scrupuleux, il faut répondre à tous les critères de la halakha, il faut répondre à tous les doutes qu'il peut y avoir et également à toutes les marloquettes qu'il peut y avoir dans les poskim. C'est-à-dire que s'il y a 2 avis, on peut toujours être maximaliste et dire « moi, je veux me couvrir par rapport aux 2 avis ». C'est comme ça pour Shabbat, c'est comme ça pour la cacheroute, c'est comme ça pour encore tant d'autres sujets. C'est pourquoi moi je conseille toujours aux gens de prendre uniquement un produit qui est surveillé, un produit qui est Chalav Israël avec du lait surveillé, qui est Bijoul Israël, qui est cuit par au moins il y a une participation dans la cuisson d'un juif. Les produits de la grande industrie non certifiés ne répondent pas à ces critères-là. Ils ne répondent pas à ces critères-là, donc ils ne sont pas à conseiller à tout un chacun, puisque tout un chacun doit essayer d'aller au maximum, essayer de respecter au maximum et d'aller dans le sens de la khumra. C'est une plus grande protection de cacheroute. Mais d'un autre côté, il faut également s'adresser à l'ensemble de la population, et ça se fait également aux États-Unis, où il y a de la viande, elle est ni halak, ni glatte, elle est tout simplement cachère, selon l'ensemble des grands décisionnaires du siècle dernier, et est vendue à un prix accessible à tout foyer, à travers tous les États-Unis, dans les commerces réguliers. Donc il y a 2 choses, c'est-à-dire qu'il y a la personne qui veut être scrupuleuse et qui veut être sûre de ce qu'elle mange, elle doit prendre un produit qui a une bonne surveillance. Une personne qui se dit, moi je vis un judaïsme au minimum, mais je ne voudrais pas transgresser, je ne voudrais pas prendre quelque chose de non cachère, il peut tout simplement s'appuyer sur ces différentes listes et dire, moi je suis déjà couvert derrière une enquête, derrière une recherche qui a été faite par un rabbinat qui est considéré comme orthodoxe à travers l'Europe. C'est-à-dire qu'en fait, en prenant des produits qui sont sur cette liste, on ne prend pas le top du top de la cacheroute dans le sens où il y a certains décisionnaires qui n'autoriseraient pas le produit, mais on a sur qui s'appuyer pour dire ce produit est cachère, selon tel avis et tel avis. Je pense que votre définition est très bonne. Et c'est pourquoi c'est ensuite la personne qui doit se positionner par rapport à son exigence religieuse. Bien sûr.
on a vu qu'il y a des produits qui sont cachers dans un pays, des produits qui sont pas cachers dans un autre. Et j'ai vu sur le site du rabbinat de Londres que certains produits étaient autorisés selon leur provenance. Est-ce que ce ne serait pas ça aussi qui poserait un problème? Est-ce que par exemple en Allemagne, lorsqu'il y a des Mars qui sont vendus, ils viennent d'une certaine usine, est-ce qu'en France on n'aurait pas plusieurs sources d'approvisionnement dont certaines ne sont pas cachères? C'est tout à fait juste. Il y a donc les deux problèmes qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, mais qui se superposent. Les grands noms de l'industrie alimentaire ont plusieurs usines à travers l'Europe. Ils ne fabriquent pas uniquement dans un endroit. Les formules sont les mêmes, mais on n'est pas obligé de prendre du glucose de maïs. On peut prendre du glucose de blé et ça s'appellera toujours du glucose. Donc, une usine peut opter d'un fournisseur qui obtient son glucose d'une telle manière et l'autre opter pour un autre fournisseur qui obtient son glucose d'une autre manière. Là, je ne parle pas de problème entre guillemets de cache-route, mais ça peut être une différence pour Pessar, par exemple. Dans un endroit, ce produit sera kitniot, dans un autre endroit, il sera réellement du chametz. Donc, le fait qu'il y a une usine qui a été certifiée ou qui a été vérifiée ne prouve en rien l'autre usine qui se trouve dans un autre pays. C'est le cas de chewing-gum, par exemple, où il y a pour ne pas les citer, Wrigley's, qui a 4 usines à travers l'Europe. 3 sont certifiées cachères et une ne l'est pas parce que les fournisseurs dans cette usine ne sont pas cachères. Donc, on ne pourra pas dire cette marque de chewing-gum est toujours cachère, puisque lorsqu'on va acheter ces chewing-gums, il faudra vérifier la provenance et dans quelle usine ils ont été manufacturés. D'ailleurs, dans votre liste, il est marqué parfois vérifier que ça a été produit dans tel pays. Mais ce n'est pas toujours marqué sur le produit. Est-ce qu'il y a un moyen qui est simple et on va dire fiable? Voilà, quelqu'un qui est intéressé par un produit, il va voir, est-ce qu'il y a un endroit où il peut regarder en étant sûr que ça vient bien de Suisse, de Hollande? Alors, il y a une information qui doit être remise au client, qui doit être donc le client doit être informé, mais le revendeur a le droit d'y mettre son code à lui. C'est-à-dire que s'il est un revendeur en France, il a le droit de mettre son code barre et de ne pas dévoiler à tout un chacun où est-ce qu'il a acheté ses produits. Normalement, il y a tout de même le cycle de la CE dans lequel il y a marqué le pays de provenance. Il y a marqué PL pour Pologne, FR pour France, IT pour Italie, etc., etc. Donc normalement, on peut retrouver l'origine, mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a des gens, certaines firmes aussi qui font une MDD, la marque de distribution, et vont mettre donc leur code barre, ils vont mettre distribué par, et eux ne sont pas obligés de donner l'information, ils vont dire fabriqué en CE, c'est largement suffisant selon la loi. Mais en tous les cas, en enquêtant, on peut le savoir. D'accord. Je sais pas, souvent on va chez Hyper Cacher, Naori, on voit des Twix, des Mars. Donc c'est la même. On a une photo en fait. Si tu me donnes mon téléphone. En fait, on a fait des photos de produits comme ça, juste pour montrer. Alors, c'est pas pour citer des marques en particulier ou pour pointer du doigt. C'est vraiment pour aider nos auditeurs à faire le tri dans ce qu'ils ont ou dans ce qu'ils n'ont pas. Voilà. Donc, par exemple, si on regarde ce paquet de Mars qui est vendu dans un commerce cachère. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est une production spéciale? Est-ce que c'est exactement le même mais qui vient juste d'une usine dans laquelle on a la certitude que c'est cachère? Alors, il n'y a pas de doute que ce n'est pas une fabrication spéciale. Ces Mars ont été fabriqués dans l'usine de Mars à Haguenau, en France, avec exactement les ingrédients qui sont utilisés pour toutes les fabrications. Donc ce sont les mêmes que ceux qu'on peut trouver? Non, il peut y avoir une légère différence. Quelle est cette légère différence? C'est
si par exemple, ce produit va vers Israël, et on sait qu'en Israël, on n'autorise que la poudre de lait. Ça veut dire que s'ils vont faire une couche de caramel, un fournisseur va faire cette couche de caramel avec du lait concentré qui ne sera pas autorisé par le Grand Rabbin d'Israël, et l'autre le fera avec de la poudre de lait. Donc eux vont s'assurer que la fabrication qu'ils vont certifier, puisque ce produit va aller également en Israël, répond aux critères de la Rabbanout Harashit. Donc l'organisme de certification qui va venir dans cette usine-là, après avoir vérifié l'ensemble des matières premières, des arômes, etc., et s'être assuré que tout est cachère, que chaque ingrédient entrant dans la composition est selon les règles de la halakha, va peut-être proposer un autre fournisseur pour un des produits. Alors, il y a une pression qui est faite de l'usine auprès de leurs fournisseurs en leur disant « Sachez que si vous n'avez pas de certificat acceptable pour l'organisme de cacheroute qui va nous remettre à nous, en finale, la certification, nous ne pourrons plus acheter vos matières premières et nous serons obligés de nous retourner vers un autre fournisseur. » Ce qui fait que souvent, les fournisseurs, ne voulant pas perdre le client, vont changer ou se mettre aux normes cachères pour pouvoir assurer que, par exemple, ces barres dont vous me faites mention soient cachères selon les critères du rabbinat qui va apposer son certificat cachère sur ces barres. Mais est-ce que finalement ce certificat de cacheroute, ici même, est fiable ou bien non? Puisque c'est qu'une étiquette. D'accord, mais une étiquette, ça ne veut pas dire que ce n'est pas fiable. C'est l'organisme qui est fiable ou qui ne l'est pas. On ne peut pas changer des emballages où il faut investir plusieurs centaines de milliers d'euros pour chaque produit. C'est-à-dire que les rouleaux sont commandés pour une production énorme. Donc il est vrai que lorsque l'importateur en Israël a besoin d'avoir des mentions légales qui sont différentes, ou l'importateur aux États-Unis, où il y a d'autres mentions au niveau de la Food and Drug Administration, alors il fera d'une pierre deux coups et mettra également le logo dans l'emballage. Mais si c'est dans un pays où il n'y a pas un tel engouement pour le produit cachère, on sera obligé d'y apposer un sticker. En fait, la question derrière tout ça, c'est qu'il y a une idée communément répandue, je ne dis pas qu'elle est vraie, attention, mais elle est répandue qu'il y a des produits qui sortent de l'usine, ce sont exactement les mêmes que pendant toute l'année, que pendant toute la production, et quelqu'un vient, va poser un tampon dessus, va certifier que c'est cachère, et s'en tenir là. Et donc ce serait exactement le même que s'il n'y avait pas de tampon. Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a certainement qui sont comme ça. Ça veut pas du tout dire que le produit n'est pas cachère. Selon le produit, eh ben, on sera peut-être obligé de changer l'ensemble des matières premières parce que d'emblée elles ne sont pas cachères. Ou alors il faudra s'assurer que tout est cachère. Et comme on s'est assuré que tout était cachère, il n'y a aucune différence entre le produit avec l'étiquette et le produit sans l'étiquette. Mais ça, le consommateur ne peut pas le savoir, puisqu'il n'était pas dans l'usine. D'accord. Donc si on prend par exemple l'exemple de ce produit, il n'y a que vous qui le voyez, oui, qui fait partie de votre liste. Et là, donc on les retrouve dans une épicerie cachère avec une étiquette par-dessus qui dit que c'est cachère et que c'est Chalav Norri. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que c'est justement... C'est ces personnes qui assurent la certification qui m'ont donné l'information et qui m'ont dit, voilà, les produits, nous avons un contrat annuel, ils ne changent absolument rien, ou ils l'ont déjà fait au préalable, mais maintenant, de manière annuelle, ils utilisent tels et tels ingrédients qui ont été avalisés, et c'est pourquoi je l'ai mis sur la liste. Ça veut dire qu'un produit qui est sur votre liste, si on le trouve en version cachère avec un produit, mis à part s'il y a marqué production spéciale, parce qu'il en existe des comme ça. Mais donc, si c'est pas une production spéciale, on peut considérer que c'est le même. Tout à fait. D'accord. Donc, je pourrais acheter ces mêmes pains
à Carrefour ou un autre magasin. Encore où une il y aura fois, pas l'étiquette. j'ai pas dit d'acheter a priori des produits de la liste. D'accord? J'ai été clair là-dessus. Non, mais c'est-à-dire Mais c'est c'est-à-dire caché. que ça a le même statut. Pour continuer sur les produits qui peuvent avoir des productions spéciales, si on prend l'exemple de ces petits fromages ronds avec un emballage rouge, pour pas citer la marque, donc là par contre, c'est pas le même. Pas du tout. Pas du tout parce que le vin et le fromage sont des produits, comme ça on pourrait l'expliquer, disons, aux industriels, ce sont des produits qui doivent être rituellement cachers. Lorsque on fait des bonbons, il n'y a aucun rite autour des bonbons. D'accord? On va changer certains colorants, on va changer peut-être certains arômes, mais il n'y a aucun rite autour de la fabrication de ces bonbons. Malgré la vodazara que peuvent faire les enfants autour des bonbons par moment. D'accord, mais ça on laisse encore aux enfants. Et par contre, lorsqu'on parle de vin, on parle de vin de libation, de vin réservé pour la vodazara, et c'est pourquoi nos sages ont dit on n'a pas le droit de consommer le vin dans le commerce. Et ensuite, ils ont étendu leur xéra, ils ont étendu l'interdiction en disant que également stam yenam, du vin du commerce, est interdit. Donc ce vin est interdit, peu importe le process de fabrication, peu importe comment est-ce qu'ils ont clarifié ce vin, peu importe comment est-ce qu'ils ont boisé leur vin, que ce soit très clair. Il n'y a aucune différence ou qu'une différence mineure entre le mode de fabrication ou le mode d'élaboration du vin cachère et du vin non cachère. Mais le vin cachère est un vin sacramental qui a été élaboré du début à la fin par des surveillants rabbiniques, par des délégués rabbiniques, et c'est ça qui les rend cachères. La même chose pour le fromage. Le fromage Gvinat Akum, donc du fromage du commerce, a été interdit par nos sages. Les seuls à dire qu'il n'y a pas eu d'interdiction générale, c'est Chachmé Narbona, les sages de Narbonne, qui sont rapportés dans Tosfot, en disant que c'est uniquement si on utilise de la caillette réelle pour faire du fromage que c'est interdit, mais si la présure est une présure cachère, le fromage est cachère. Mais l'ensemble des Rishonim, l'ensemble des décisionnaires ne disent pas comme ça, et donc interdisent de manière formelle tout fromage qui a été élaboré par une personne non juive. Ce fromage étant interdit, il interdit les ustensiles également dans lesquels on va les cuire. Tout ça pour vous dire que même s'ils ont la même couleur, même s'ils ont le même aspect, même s'ils ont le même goût, l'un est cachère et l'autre ne l'est pas. Si j'ai devant moi une cuvée Valandro cachère et une cuvée Valandro non cachère, Robert Parker ne pourra peut-être pas trouver la différence entre les deux, bien qu'il a tout de même fait une différence au niveau de sa note, puisqu'il a mis un 98 au cachère et un 97 au non cachère. Mais normalement, il ne doit pas faire de différence. Mais nous en voyons toute la différence, puisque l'un est fait selon les règles de la halakha et l'autre n'est pas fait selon les règles de la halakha. Donc le fromage qui aura exactement le même goût, le même aspect, est totalement différent au regard de la halakha. Alors juste puisque vous êtes sur les fromages, on voit souvent des fromages dans des supermarchés cachers certifiés sous le rabbinat de Hollande. Donc est-ce vous ou quelqu'un d'autre? On nous a posé la question. Est-ce que c'est vous qui faites la certification des produits Netherlands? Parfait. Alors moi je suis le Dayan d'Amsterdam. Et, tous les produits qui sont faits à Amsterdam, comme la shrita, répondent de ma juridiction.
Ce qui est fait hors d'Amsterdam, c'est le grand rabbinat des Pays-Bas. C'est le Rav Just qui a développé ces produits. C'est quelqu'un qui a travaillé jusqu'à l'âge de 102 ans et qui s'est éteint il y a 2 ans et qui était un grand Talmid Chacham. La suite a été reprise par le rabbin Marsen, qui travaille donc au grand rabbinat des Pays-Bas et qui lui assure la surveillance de ces produits-là. Donc ce serait fiable aussi. C'est tout à fait fiable. Alors, on a une question de Delphine et Steven D qui nous demandent est-ce qu'il y a des projets de vérification de produits sans gluten? Alors non seulement c'est un projet très important, c'est un projet auquel je participe de manière pratiquement quotidienne puisque nous recevons des informations de ces usines-là. Il faut quand même savoir qu'un enfant qui a la maladie de cœliaque, qui est donc intolérant au gluten, est considéré selon la halakha comme un cholé, comme un enfant malade. Bien qu'il est en forme à part ça, au regard de la halakha, il est considéré comme malade et donc il n'a pas besoin de prendre des produits qui sont Afiat Israël, Bichoul Israël, etc. Donc on essaie de vérifier en amont dans ces usines-là, qui souvent également, puisqu'il y a beaucoup d'intolérance au lait, font très attention à être entièrement parfaits. Les résultats sont très bons. J'ai eu encore aujourd'hui une personne dont on a découvert qu'elle était intolérante au gluten. Et il y a des enfants de rabbanim également. J'ai un collègue en Angleterre qui fait des matzot à l'avoine pour que les enfants intolérants ou les grandes personnes puissent manger des matzot, en sachant que l'avoine est également un produit controversé en médecine. Est-ce qu'il n'y a pas du tout de gluten ou il y a très peu de gluten? Et donc chacun doit vraiment demander à son médecin où est-ce qu'il en est pour savoir est-ce qu'il peut consommer tel ou tel produit. Il est évident, et souvent on me pose la question, que quelqu'un qui ne peut pas prendre de produits au gluten est patour de motzi, etc. D'accord. On a une question de Hillel et Naomi B qui nous demandent est-ce que ça existe des produits qui sont Chalav Israël, en tout cas qui sont indiqués comme étant Chalav Israël, mais qui en fait ne le sont pas? Malheureusement, il y a beaucoup de produits dans le commerce où des gens peu scrupuleux écrivent des informations qui ne sont pas réelles. En effet, pour qu'un produit soit Chalav Israël, selon les critères du Shulchan Aruch, il faut qu'il y ait une surveillance du début à la fin. Qu'est-ce qui s'appelle du début à la fin? Ça s'appelle du début, au début et à la fin, et une possibilité de rentrer au milieu. Cela veut dire que c'est pas très facile de faire des produits Chalav Israël. Et lorsque on va pour des produits de très grande marque, et que lorsqu'on s'arrête devant leurs usines, on voit des containers de 300 000 litres, on ne peut pas s'imaginer que ces produits sont Chalav Israël. Donc tout simplement, lorsque vous ne connaissez pas la surveillance et que vous voyez que le nom du produit est un nom très très connu, il vaut mieux s'en abstenir. Donc les fameux petits écoliers granola qu'on peut trouver dans le commerce, Chalav Israël avec une certification d'arabe apparemment digne de confiance, ce ne serait pas fiable? Non, j'ai pas du tout dit ça. J'ai pas du tout ça. Moi, j'ai parlé de produits laitiers. Ces produits dans l'industrie n'existent pas avec du lait. D'accord, les produits laitiers. Et ils n'existent absolument pas avec du lait. Et donc il n'y a pas de lait qui rentre dans ces usines. Il y a de la poudre de lait qui rentre dans ces usines-là. Donc très facilement, on peut commander dans les mêmes usines, chez les mêmes fournisseurs, de la poudre de lait. Alors, ils appellent ça de la poudre de lait kosher, c'est celle qui a été vérifiée, qui n'est pas Chalav Israël, mais qui est acceptable par le grand rabbinat d'Israël en tant que poudre de lait, et de la poudre de lait qui est super kosher, c'est-à-dire qui est sous surveillance rabbinique du début à la fin, comme on a dit, donc qui est considéré comme Chalav Israël ou Cholov Israël, selon la prononciation américaine. Dans le cas des
Donc des petits gâteaux, je ne suis pas allé vérifier, mais ce que je peux être certain, qu'il y a eu un changement de poudre qui a été fait. Quels sont les critères que ce rabbin a demandé pour la cachérisation des ustensiles, pour l'attente des 24 heures, ça il faut lui demander à lui. Alors, puisqu'on parlait de la surveillance, il y a Sakine ou Sabine Sabine Cassé, c'est son nom, qui nous demande, est-ce que s'il y a un tampon sur un produit, il y a forcément eu une surveillance? C'est une très bonne question et je la remercie. S'il y a un tampon, cela veut dire que le rabbin a considéré que la surveillance qu'il met sur ce produit est en adéquation avec la nécessité de surveiller le produit. S'il y a un produit qui est d'emblée cachère, il peut se suffire de vérifier de manière tout à fait ordinaire ce produit. Par exemple, s'il donne une surveillance sur de l'eau minérale, et du moment qu'il vérifie que la source ne fait que sortir de l'eau et que l'endroit où on embouteille cette eau est un endroit propre, il n'a pas besoin de surveiller plus que ça. Par contre, s'il donne une hashgacha, une surveillance sur la charcuterie, cela veut dire que du début à la fin, il y a un surveillant. Entre les deux, il y a des produits qui doivent avoir un surveillant du début à la fin. Il y a des produits qui doivent avoir un yotse venirnas, c'est-à-dire qu'on rentre de temps en temps dans l'usine. Et il y a des produits qui sont très simples, qui nécessitent uniquement une surveillance une fois par an. C'est ce qu'on appelle dans les organismes de cacheroute annual visit, c'est-à-dire qu'on vient une fois par an pour s'assurer qu'il n'y a pas eu de changement majeur dans ce produit. Mais ce produit reste un produit très simple à élaborer. Toujours Sabine Cassé, qui nous demande pourquoi existe-t-il des produits avec des tampons inconnus, voire suspects? Alors, c'est sa question, hein. C'est elle qui dit suspect. Parfait. Alors, ces tampons existent parce qu'il y a une demande qui n'arrête pas d'un certain public qui dit « moi je veux de la marque, je veux absolument consommer ce produit-là ». Et c'est pourquoi les distributeurs cachers envoient au début un rabbin sérieux dans ces usines-là, et la réponse et le rapport d'audit, c'est on ne peut pas faire de cachérisation de cette usine, on ne peut pas changer les produits, donc nous ne pouvons pas leur donner la certification cachère. Donc ils se rabattent sur des rabbinats moins scrupuleux qui vont dire oui, je pense qu'à posteriori on pourrait les faire en cachère, et c'est donc ce qui amène ces produits à exister avec des rabbinats qui ne sont pas forcément fiables. Ce qui serait le plus important, c'est d'être transparent, comme le grand rabbinat d'Israël, qui lui écrit sur ses produits. Si par exemple il utilise de la gélatine bovine, et selon certains poskim, cette gélatine est autorisée puisqu'elle a été réellement transformée, ils écrivent le ochle gélatine bilvad pour ceux qui consomment la gélatine du commerce. Donc ce sont les mêmes produits que ceux du commerce, sans aucune modification, qui sont extrêmement controversés et qu'on trouve pourtant avec une étiquette. Alors sans aucun changement, c'est difficile à dire, parce que des fois, il peut y avoir un changement mineur, un changement qui, aux yeux de ce rabbin, est important, alors que la controverse reste totale sur ces produits-là. Alors, est-ce que ce serait aussi le cas du Nutella, puisque, bon, apparemment, c'est un produit que tout le monde raffole, et donc on a reçu beaucoup de questions. Oui. Est-ce que le Nutella est cachère ou pas? Ça reste toujours le mystère. C'est une question récurrente. Hein. Tout à fait. Alors, la question est très simple. Il faut savoir que ce produit est effectivement
est développé d'une manière telle que les gens en raffolent. Ils ont des meules pour moudre la noisette de telle manière qu'il n'y ait aucun effet granuleux dans le produit. Et c'est idem pour le cacao, pour le beurre de cacao, pour le sucre utilisé. Donc le tout est broyé de manière très très fine et passé sous des rouleaux compresseurs pour avoir justement l'onctuosité nécessaire pour que les gens la préfèrent à d'autres pâtes à tartiner. Cette pâte à tartiner contient du lactosérum. Et le lactosérum, c'est justement ce produit controversé sur lequel donc, on a expliqué dans notre liste pourquoi est-ce qu'on avait autorisé les produits au lactosérum, puisque le Gaon Rav Moshe Feinstein l'autorise. Je sais que aux États-Unis, il y a également une controverse autour des propos de Rav Moshe Feinstein, mais en tous les cas, il l'a écrit. Et moi, j'ai consulté ses deux fils qui m'ont dit, oui, c'était l'avis de notre père, et tout ce qui a été publié dans le Igrot Moshe, dans le volume numéro 6, ça a bien été écrit par notre père, et c'était bien son avis. Donc, ils l'ont également publié en préface du nouveau tome, en disant qu'il n'y a aucune publication de Igrot Moshe qui a été faite sans que ce soit des responsables écrites de la main de Rav Moshe Feinstein. Donc, Rav Moshe Feinstein a autorisé le lactosérum. Il y a eu également d'autres grands poskim en Lituanie qui autorisaient le lactosérum, qui est donc extrait du petit lait du fromage. Or, lorsque on a maintenant un fromage qui est, comme on a dit précédemment, est totalement interdit par nos sages, que se passe-t-il du petit lait? Et il y a plusieurs écoles. Il y en a qui disent que c'est rien, c'est un détritus. D'autres disent non, c'est comme du fromage et c'est totalement interdit. Et d'autres disent non, c'est comme du lait non surveillé. Et c'est cette position donc, que nous avons adoptée dans la liste. Et c'est pourquoi le Nutella kasher et le Nutella non kasher est le même, bien que peut-être certains organismes de cacheroute qui vont apposer leur sticker sur le Nutella vont exiger que ce soit d'un fournisseur qui utilise de la présure microbienne dans ses fromages, et donc ils considèrent que le petit lait est également autorisé selon d'autres avis, comme le Rav Wosner, ou d'autres organismes de cacheroute demandent que ça soit extrait en dessous de 54 degrés ou 45 degrés pour que ça soit considéré comme extrait à froid. Donc il y a un peu différentes manières de se placer par rapport à ce problème du lactosérum, et c'est ce qui fait en fait toute la différence des listes. Les seuls qui ont mis donc réellement du fromage, c'est les Italiens. Les Italiens ont mis la mozzarella, et donc j'ai écrit une lettre au Grand Rabbin de Rome qui m'a écrit une très belle lettre en me disant et en me montrant sur quoi les rabbins donc italiens s'appuyaient, en disant que les Italiens n'avaient jamais pris sur eux la xerat gvinatakum, donc le fait de ne pas consommer du fromage non surveillé, donc comme on avait dit auparavant, comme Chachmé Narbona, les sages de Narbonne. Étant donné que la majorité des décisionnaires ne pensent pas comme ça, je pense qu'il est inacceptable que, autre part qu'en Italie, on consomme cette mozzarella. Et c'est pourquoi on revient sur le problème essentiel d'une liste unique. Il y a également des us et coutumes liés à la tradition du pays. Il y a des œufs de caille qui sont consommés à Paris et qui ne sont pas consommés à Marseille. Il y a de l'espadon consommé dans certaines villes du Maroc et dans d'autres villes du Maroc qui n'est pas consommé, etc., etc. La liste serait longue. Le foie gras consommé en Hongrie est totalement interdit en Pologne et Galicie.
qui fait qu'il y a beaucoup de produits sur lesquels il y a des masorot shonot, des différents avis, mais également des différentes habitudes. Nous connaissons bien les différences à Pessah, où certaines communautés prennent des kitniot, d'autres ne prennent pas de kitniot, et la liste est longue. Donc pour revenir au Nutella, puisque vous permettez le lactosérum, ce serait kasher, certes pas le meilleur, mais ce serait tout de même Oui, kasher. tout à fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre risque à part le risque de lactosérum. Donc si on suit les avis autorisant le lactosérum, le Nutella serait le même dans le kasher ou pas dans le kasher. Et celui qu'on voit chez Hyper Kasher, il est souvent marqué en hébreu, donc avec une hashgacha, donc on se dit c'est peut-être différent, non? Alors, effectivement, sur leur site, ils écrivent que leur production qui part pour Israël a été faite avec du lactosérum extrait de fromage dont on n'a pas utilisé de présure animale, mais la présure microbienne. Mais d'après Rav Moshe Feinstein, peu importe la présure utilisée dans ces fromages, nos sages n'ont pas interdit le petit lait de ce fromage, mais uniquement le fromage lui-même. Et le lactosérum est considéré quand même comme chalavi, c'est-à-dire lait. D'après la plupart des avis, oui. Même la poudre de lait qui est extraite du lactosérum. Tout à fait. Depuis tout à l'heure, on parle de Rav Moshe Feinstein, qui a une opinion, on va dire, qui est plutôt controversée dans le monde religieux concernant le lait chamour et sa consommation. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé pour que les auditeurs, ceux qui vont regarder cette vidéo, comprennent de quoi on parle quand on parle de lait chamour et de lait norré? Parfait. On a dit précédemment que le vin qui n'a pas été élaboré par des délégués rabbiniques n'est absolument pas consommable. Du fromage également, on a dit à part selon les sages de Narbonne. Et la question maintenant, vous êtes là aujourd'hui à Amsterdam, donc il y avait un grand rabbin à Amsterdam qui s'appelait le Prix Hadash. Le Prix Hadash a tranché sur le lait non surveillé en disant le lait non surveillé n'est pas interdit, il est juste interdit à la consommation s'il y a risque. Mais s'il n'y a pas de risque, il est permis. Le Khatam Sofer a dit non, pas du tout. Le lait non surveillé a été interdit, donc peu importe le risque, nous ne sommes pas dans une gestion du risque, mais nous sommes réellement devant un produit qui a été interdit. Et c'est pourquoi on ne peut pas autoriser la consommation. Alors le Chazon Ish se penche sur la question. Lui, il va plutôt dans le sens du Pri Hadash en disant que c'est uniquement un risque, mais ce n'est pas une interdiction. Alors que Rav Moshe Feinstein va tout à fait d'un autre prisme. Il nous dit non, la vie essentielle, c'est le Khatam Sofer. Et c'est comme ça, en tous les cas, que l'ensemble des communautés ashkénazes ont transmis cette halakha. Et c'est pourquoi il ne faut prendre que du lait surveillé. Mais vient Rav Moshe Feinstein et dit un grand chidouche, une grande nouveauté. Il dit, d'accord, pourquoi est-ce qu'on surveille un produit? C'est parce que l'industriel a peur de mélanger, a peur de changer s'il y a un surveillant. Dire Rav Moshe Feinstein, mais ce surveillant n'a pas obligatoirement besoin d'être juif. Si ce surveillant, c'est la Food and Drug Administration, et si quelqu'un fait une fraude, il va en prison, donc il dit, ça s'appelle que la personne qui va traire ce lait a peur. Et donc ce lait, d'après lui, est surveillé. Et donc, puisqu'il est surveillé, il sera kasher. Alors, c'est sûr que Moshe Feinstein écrit dans son responsable, c'est sûr que si on peut trouver du lait surveillé, qu'on est dans une ville où il y a du lait surveillé, il ne faut pas suivre son avis. Mais en tous les cas, son avis a été dit et écrit. Finalement, c'est un petit peu le même genre de démarche que celle que vous avez entamée avec la liste. C'est-à-dire que vous donnez une koula, vous donnez pas une sortie de secours, mais on va dire une méthode pour ceux qui sont un petit peu loin de manger kasher en s'appuyant sur un avis, tout en privilégiant la piste du kasher avec certification. Ça serait prétentieux de me comparer à Rav Moshe Feinstein.
et avec une chouva très connue. Tout simplement, il a dit haut et fort, comme quoi il pensait que ce lait était permis. Mais cela ne veut pas dire qu'on doit se comporter ainsi. Cela ne veut pas dire qu'on doit prendre quelque chose qui, quelque part, ne répond pas aux critères de ce que on a toujours fait pour le lait, c'est-à-dire qu'il y ait une personne qui soit là depuis le début de la traite. Donc Rav Moshe Feinstein vient, il nous dit, je pense que c'est totalement permis, mais je pense que ça reste tout de même en degré B et pas en préférence A. Et donc en fait, le lait n'a pas le même statut que le vin ou que le fromage. Il n'y a pas d'aspect sacrificiel. Il n'y a pas d'aspect sain. La raison pour laquelle nos sages, nos chachamim, ont institué d'avoir du lait qui a été surveillé, c'était de peur qu'il soit mélangé avec des produits qui, eux, ne sont pas cachers, comme du lait d'animaux interdits. Ils ont interdit à cause du risque de mélange, mais dès qu'ils l'ont interdit, cela reste un produit interdit. Donc même si on est sûr qu'il n'y a pas de risque, d'après le Khatam Sofer, cela reste interdit. D'après le Pri Hadash, si même de manière empirique, on peut savoir qu'il n'y a pas de risque, on peut le consommer. Quand on va aux États-Unis, par exemple, on trouve des produits avec OUD, avec le OU des riz. Donc on nous dit c'est pas chameau, mais est-ce que c'est mieux qu'un produit français sans certificat? Est-ce que c'est la même chose ou est-ce que c'est carrément chameau? Ok, donc le OUD répond exactement aux critères édités dans la Tchouva de Rav Moshe Feinstein, et il n'y a pas de différence si c'est de la poudre de lait ou du lait écrémé ou du lait entier. Et c'est pourquoi il y aura une différence entre ce qui se passe en Israël, où, comme je vous ai dit précédemment, la poudre de lait est autorisée par la Rabbanut Harashit l'Israël. Par contre, du lait, ce qui s'appelle chalav nigar, c'est-à-dire du lait sous sa forme naturelle, n'est pas autorisé. Et c'est pourquoi le Grand Rabbinat d'Israël interdit les glaces Häagen-Dazs, bien qu'il y ait dessus le OUD ou les glaces Ben & Jerry. Et c'est pourquoi Ben & Jerry a fait une version Chalav Israël pour Israël, pour pouvoir entrer dans les supermarchés qui, eux, n'ont pas le droit de faire entrer des produits avec du lait non surveillé. Pour revenir à votre question, il y a une différence entre la France et les États-Unis. C'est une tchouva connue de Rav Nissim Rebibo Zichrono Livracha, dans laquelle il explique que aux États-Unis, le fait de mélanger un autre lait avec du lait de vache, c'est la cour pénale, c'est très très grave, alors que en France, on risque uniquement d'être sanctionné au niveau financier, c'est-à-dire qu'on peut être renvoyé de la coopérative pour avoir fait un tel mélange. Donc là, on revient un peu sur tous les scandales alimentaires qu'il y a eu dernièrement. Lorsqu'on a demandé pourquoi est-ce que vous avez mis de la viande de cheval, ils ont dit quel est le problème. Mais c'était de la viande, elle était fraîche. Donc c'est-à-dire que ce qui est un enjeu énorme pour nous ne l'est pas forcément pour les autres. J'ai été à la pharmacie la semaine dernière et en achetant des médicaments, je me posais cette question, comme toujours. Est-ce qu'on peut acheter n'importe quel médicament? Je vais prendre un sirop, je vais prendre un médicament. Et si c'est pas cachère, je peux le manger, je peux le boire, le manger sans problème. Ok. Alors la question des médicaments est une question totalement différente. En effet, il y a des médicaments qui sont administrés par perfusion, qui sont administrés donc pas par la bouche. Tous ces médicaments-là n'ont pas besoin d'être cachers. Lorsque j'entre un médicament dans ma bouche, cela dépend comment est-ce que je vais le consommer. Si je l'avale, également, c'est considéré par bon nombre de poskim comme une manière détournée de consommer un produit, puisque ce n'est pas pour en profiter, ce n'est pas pour avoir un plaisir, hanad grono, de ce produit-là, et donc c'est considéré comme achila shelo kedarka, c'est une manière non naturelle de consommer un produit, puisque normalement un produit, je le mastique au préalable, et c'est uniquement après
que je le consomme. Donc eux considèrent qu'il n'y a pas d'importance si ce produit est cachère ou ne l'est pas, mais je peux le consommer sous cette forme-là. Un des grands décisionnaires qui l'autorise, c'est bien le Chazon Ish. Les seuls produits qui peuvent être problématiques, c'est les produits qu'on consomme de manière naturelle, c'est-à-dire qu'on le consomme par voie orale et soit en suçant ou soit sous forme liquide. Et sur ces produits-là, il faut être un peu plus scrupuleux et un peu plus vigilant. Même s'ils ont vraiment très très mauvais goût? S'ils ont très très mauvais goût, on ne les aurait pas fait en sirop. Et des vitamines, par exemple, est-ce que c'est toujours cachère ou Ce n'est pas toujours cachère, et il y a beaucoup de médicaments qui sont faits avec un principe actif et une base animale, mais étant donné que on les avale, on peut s'appuyer sur les avis qui considèrent que ça s'appelle Achila Shelo Kedarka, une manière non habituelle de consommer un produit et donc de pouvoir les prendre. Et les dentifrices, alors ce serait permis n'importe lesquels? Alors le seul problème dans le dentifrice, c'est la glycérine. Il existe une bonne partie de glycérine qui n'est pas d'origine cachère. Normalement, dans les produits pharmaceutiques, on utilise de la glycérine d'origine végétale. J'étais moi-même, il n'y a pas longtemps, en Inde pour justement la certification d'une usine de glycérine. Il y a également en France plusieurs usines de glycérine qui sont toutes cachères, mais il y a de la glycérine qui provient donc de graisse animale. Alors, il y a des tchouvot dans les achronim qui permettent la glycérine même s'il est d'origine animale, considérant que sa transformation est substantielle. D'autres ne sont pas d'accord. En tous les cas, pour le dentifrice, dans un cas de doute, avec ces poskim qui l'autorisent, plus le fait que ce n'est pas du tout un comestible, c'est quelque chose qu'on va régurgiter, on peut s'appuyer sur eux, et c'est pourquoi, a priori, il vaut mieux prendre un dentifrice sans glycérine, mais si on en s'est trompé et qu'on a pris un dentifrice avec de la glycérine, on pourra se brosser les dents avec. On avait une question de Déborah G. À quand un véritable OUD en Europe? Mais si j'ai bien compris tout ce que vous avez dit précédemment, c'est juste pas possible, de par la différence entre les communautés. Il est vrai que le mode américain est très difficile à calquer sur le mode européen de vie. Ce n'est pas impossible, mais on est encore très loin de ça. On nous demande s'il est prévu une application smartphone pour savoir, quand on est au supermarché, si un produit est cachère ou pas. Je crois qu'il y a déjà une application qui s'appelle Rabbi Scan. Je crois. Tu veux en parler? Rabbi Scan, oui, non, mais c'est-à-dire une application avec des rabbanim Ouais. derrière, des rabbanim comme vous qui vont vérifier les usines régulièrement et donc qui peuvent avoir une base de données plus large. Je pense que ça semble tout à fait faisable. Mais c'est pas en projet. C'est pas en projet, mais dès qu'on a les infos, le support ensuite n'est pas difficile à mettre en place. Quand on a consommé de la viande, est-ce qu'il faut attendre 1 heure, 3 heures ou 6 heures? Ah ben vous avez fait un bon voyage puisque vous êtes ici dans je pense la dernière communauté ashkénaze qui fait des mariages et avec un repas de viande et des danses pendant 1 heure et ensuite un grand buffet avec de la crème et des produits laitiers. Donc ici, depuis toujours, depuis la nuit des temps, on n'attend qu'1 heure entre la viande et le lait. C'est l'avis du Rema, donc qui est rapporté dans le Shulchan Aruch, l'avis donc du Posek Ashkenaz, et cela veut dire que les Ashkenazim ont pris sur eux uniquement d'attendre 1 heure, qui pour eux est déjà une khumra, puisque stricto sensu selon la halacha, il y a 2 avis. Comment expliquer le fait de ne pas consommer dans le même repas de la viande et du lait? D'après le Mordri, le Roche et encore d'autres, il s'agit du même repas réellement, mais s'il est coupirer, c'est-à-dire que si on a enlevé la nappe et qu'on a fait Birkat Amazon, on peut directement consommer derrière
un produit laitier. D'après les autres poskim que le Beth Yosef a suivi, il s'agit du temps entre deux seudotes, entre deux repas. Et le temps entre deux repas, c'est donc on mange le matin, on mange à midi, on mange le soir. Donc cela veut dire qu'il y a 6 heures entre chaque repas. Et ces 6 heures doivent être respectées donc, par l'ensemble des communautés sfarades. Les Ashkenazim qui attendent 6 heures le font en tant que khumra, en tant qu'anaga tova, en tant que quelque chose qui est une valeur ajoutée ou un comportement de piété, mais ce n'est pas selon strictement ce que la halakha exige. Et donc un séfarade devrait s'abstenir à suivre le Rama. Absolument. Et autant qu'il ne le fait pas pour Ilchot Shabbat, pour d'autres halakhot, il doit suivre le Mechaber qui dit qu'il faut attendre 6 heures. Et les 3 heures dans tout ça, est-ce que c'est basé? Les 3 heures, alors est-ce que c'est basé... Il y a une version de Rabbeinu Yerucham qui dit qu'on attend 3 heures. Ça reste encore un sujet sur lequel il y a beaucoup de questions. D'où viennent ces 3 heures? J'ai entendu une fois de Rav Zimmerman, le Rav de Getzed, qui dit oui, mais de toute façon, il n'y a pas de question réelle sur les 3 heures, puisque de toute façon, les Ashkenazim ils doivent attendre qu'1 heure. Alors, ils ont peut-être pris sur eux une khumra d'attendre 3 heures. On ne peut pas leur demander pourquoi est-ce qu'ils se sont mis encore 2 heures de plus. D'accord. Ça veut dire que quelqu'un qui ferait que 3 heures, on va dire quelqu'un qui avance dans sa pratique de la religion, quelqu'un qui ferait que 3 heures, a sur qui s'appuyer? Il a définitivement sur qui s'appuyer, mais les Sfaradim doivent se plier au Mechaber, comme ils le font pour tout le reste des halachot, et attendre 6 heures entre la viande et le lait. Et pour les 6 heures, c'est à partir de la 6e heure où je pourrais manger un plat laitier, ou bien il faut attendre la fin de la 6e heure? Ok, alors là aussi c'est marqué dans le Rambam Keshesh Shaot, environ 6 heures. Cela voudrait dire qu'il y aurait une autorisation peut-être, si on est déjà dans la majorité de la 6e heure, donc 5h30, d'après certains, dès qu'on a dépassé les 5 heures, qu'on est dans la 6e heure, c'est ok. Mais strictement, selon le Shulchan Aruch, il faut attendre bien 6 heures, 6 fois 60 minutes. D'accord. Et à partir de quand on commence à compter les 6 heures? Dès le moment où on s'est arrêté de consommer la viande, même si ensuite on a mangé des salades, même si ensuite on a mangé des desserts, on peut considérer les 6 heures dès le moment où on a arrêté de consommer la viande. Quels sont les aliments que l'on peut acheter partout, comme le riz, et quelles sont les précautions éventuelles à prendre? Alors, il y a beaucoup de produits qu'on peut acheter dans le commerce. Ce sont des produits très simples. Quand vous parlez du riz, il faut s'assurer que si c'est du riz déjà étuvé, qu'on ne fasse pas dans la même usine du riz avec des produits interdits. Et si c'est du riz frais, il y a tout simplement la vérification des tolaïm, vérifier qu'il n'y a plus de verre dans ce riz. Donc, donner une réponse générale et dire quels sont les produits autorisés, c'est pas facile. D'un autre côté, il faut absolument qu'il y ait certains produits autorisés pour tout un chacun. Et également, lorsqu'on est en déplacement, en voyage, on veut pouvoir rentrer dans n'importe quel supermarché et dire ben ça je prends, ça je prends, ça je prends. Et avec ça, je pourrais me faire un repas du soir. Quel chocolat noir acheter pour faire ces gâteaux parvés? Elle a posé une bonne question. Et là, on se retrouve devant une certaine difficulté de la halakha. En effet, le chocolat n'aime pas l'eau. Et les chocolatiers, normalement, n'utilisent jamais de l'eau dans leur machine et nettoient avec du chocolat. Ils nettoient avec du chocolat ou peut-être avec de l'huile, mais jamais avec de l'eau. Et donc, cachérisation, c'est un mot à bannir chez les chocolatiers. Tout simplement, ils vont pousser le chocolat A par le chocolat B. Alors, il y a certaines très grandes usines comme Barry Callebaut qui ont un premier atelier dans lequel ils font des lingots de 20 kg, de 5 kg de chocolat, dans lesquels ils vont mettre que du sucre, du beurre de cacao et du cacao.
et des fois de la lécithine de soja. Mais en tous les cas, il n'y a rien d'autre dans ce chocolat-là. C'est uniquement lorsqu'ils vont faire le chocolat sous d'autres formes, sous forme de pépites, sous forme de barres de chocolat, qu'ils vont aller dans un autre atelier. Et dans cet atelier, on va faire l'un derrière l'autre des barres de chocolat avec du lait, des barres de chocolat sans lait. Barry Callebaut. Barry Callebaut. On trouve ça où? On trouve ça chez Macro, chez Métro et toutes ces grandes enseignes. Alors, les fruits secs, est-ce que ça change quelque chose s'ils sont simplement grillés, s'ils sont grillés et salés, s'ils sont grillés et sucrés, ou s'ils sont grillés et caramélisés? Tout à fait. Alors, cela va dépendre dans quel four ils vont être grillés. En effet, lorsqu'on parle de pistache, par exemple, ou lorsqu'on parle d'amandes grillées salées, ce sont normalement dans des fours verticales qui vont être grillés à sec. C'est-à-dire qu'il y a du sel humide qui va être dispersé sur ces produits-là, et ensuite c'est un four qui sèche ces produits. Par contre, certains autres fruits secs qui sont grillés avec de l'huile sont grillés réellement dans une friteuse. Et dans cette friteuse-là, on a pu faire d'autres produits, soit avec l'adjonction de certains arômes entièrement non cachers ou directement des produits qui ne le sont pas. En effet, j'étais dans une usine en Espagne qui faisait ce genre de produits. À ma grande surprise, ils faisaient dans la même huile des formes de bisli, mais ils étaient tout simplement d'origine animale. C'était la peau de la joue de porc qui était frite dans cette huile-là. Donc il y a des hauts risques lorsqu'on prend des produits frits qu'il y ait d'autres produits non cachers, et c'est comme ça que des chips nature peuvent être faits également dans le même bain d'huile, où il y a des chips avec de l'arôme de crevettes ou de l'arôme d'autres produits qui peuvent être tout à fait des arômes à 100% naturels. D'accord, mais ça veut dire que tout ce qui est pistache, amandes, noisettes, toutes ces choses-là qui sont vendues grillées salées... Si c'est juste grillé salé, on peut les consommer. Sans restriction. Sans restriction. Question de Déborah G. Peut-on acheter des légumes surgelés sans additifs si aucun numéro d'emballage n'est trouvé dessus et qu'il est impossible de vérifier donc la présence du fameux code 560-66C qui parlera aux ménagères de moins de 50 ans? Il est avéré que dans certaines usines, on fait également des plats cuisinés à la viande. Étant donné qu'on utilise une seule source de vapeur, donc une grande chaudière qui est placée dans l'usine, bien qu'elle soit placée très loin des cuiseurs, mais on considère que tous les cuiseurs sont en communication. Et c'est pourquoi, justement, cette usine dont vous parlez a été vérifiée par le Beddin et se sont rendus compte qu'on faisait des plats cuisinés et qu'il y avait donc un retour de vapeur qui causait problème sur le reste des produits qui ne sont que des légumes sans aucun additif. C'est pourquoi il faut essayer de prendre des légumes congelés s'ils ont été blanchis au préalable. C'est-à-dire que lorsqu'ils sont de couleur claire, ils sont passés dans un bain d'eau bouillante avec de l'acide citrique pour que lorsqu'ils soient décongelés, ils ne brunissent pas. Et donc ce bain d'eau bouillante, puisqu'il est chauffé avec la même vapeur, est considéré comme contaminé s'il y a de la viande dans la même usine. C'est pourquoi on essaye a priori de consommer des produits qui ont été vérifiés. A posteriori, on peut utiliser tous ceux qui ne font pas partie de cette liste noire de l'usine 55 dont il a été avéré qu'il y a des produits non cachers qui sont blanchis avec la même vapeur. D'accord. Et par extension, les fruits surgelés, c'est la même chose? Pas du tout. Les fruits surgelés ne sont jamais cuits au préalable, donc ils sont surgelés entiers. Ils répondent à une qualité de produits déjà, donc ils sont beaucoup moins nagoua par des tolaïm, c'est-à-dire qu'il y a une présence de nuisibles beaucoup plus faible que dans les produits frais,
Mais à part ces nuisibles-là, il n'y a aucune présence d'ingrédients étrangers dans ces fruits et ils sont congelés entiers sur des tapis de congélation et n'ont aucun contact avec des produits non cachers. Donc ils peuvent être pris sans aucun souci. D'accord. Et concernant les fruits qui peuvent être tranchés, je pense par exemple, on trouve des morceaux de mangue comme ça. C'est exactement la même chose. Et il n'y a pas de risque que le couteau ait été utilisé pour autre chose. Il s'agit d'industrie, il s'agit de lieux de production. Il y a des règles très strictes à ce niveau-là et il n'y a aucun souci. Concernant les filets de poisson sans additifs, est-ce qu'il faut les acheter avec une certification ou est-ce qu'on peut aller les acheter n'importe où? Bien que les avis soient partagés, sur ce sujet-là, Rav Moshe Feinstein est très clair. Il interdit totalement tout filet de poisson qui n'a pas de peau, puisqu'il n'est pas reconnaissable en tant que tel. Le OU pense que le saumon frais, étant donné sa couleur rose, et étant donné qu'on n'a pas trouvé d'autres produits qui a la même chair, peut être reconnu par sa chair. Et ils ont essayé eux-mêmes, avec la bêta-carotène, de colorier d'autres poissons. Ils ne sont pas arrivés parce qu'ils n'ont pas les capteurs nécessaires pour avoir la couleur qu'il faut. Donc un filet de saumon sans peau, on peut l'acheter sans surveillance selon l'avis du OU, mais pas selon l'avis de Rav Moshe Feinstein. Non, le OU dit que ce que Rav Moshe Feinstein a interdit tous les poissons, c'est tous sauf le saumon. D'accord. C'est une explication du OU sur l'avis de Rav Moshe Feinstein. Dès qu'il n'y a plus de peau, il y a une loi qui autorise de réingurgiter des protéines de poisson pour arriver au même poids qu'il avait avant que la peau lui soit retirée. C'est une loi européenne. Je sais que c'est justement le grand rabbinat des Pays-Bas qui l'a découvert, puisque ici, ça se fait de manière régulière. Donc on pique les poissons, on y met des protéines de poisson, et c'est pourquoi il faut se méfier de ces produits sans peau. Il est tout de même important de noter qu'il est totalement interdit d'y mettre des protéines de poisson ou tout autre additif sans l'écrire de manière explicite sur la composition du produit. Donc, toujours vérifier la composition. Donc, un filet de saumon sur lequel il y aurait marqué 100% pur saumon, sans additifs, peut être acheté sous forme frais ou sous forme congelée. Et on parlait du saumon d'ailleurs. Voilà, donc en parlant du saumon, alors je sais que vous avez beaucoup travaillé sur le sujet, mais malheureusement, vous avez toujours quelques personnes qui s'accordent à dire que non, ça n'est pas tellement permis. C'est à propos du saumon fumé, celui qu'on achète à Lidl ou à Carrefour ou dans d'autres grandes surfaces sans air cher. Est-il permis ou non? Alors, je vous remercie pour cette question parce que je sais que beaucoup de gens critiquent le psaque que j'ai émis à propos du saumon fumé, mais encore personne n'est arrivé à me prouver le contraire. Et je demande toujours à toutes les personnes qui m'affirment certaines choses qui se passent dans certaines usines, de m'amener à mes frais et d'aller vérifier leur dire. Et jusqu'à présent, personne n'a pu m'amener dans une usine où on fait et où on fume le saumon avec un risque de contamination croisée avec d'autres produits qui pourraient être interdits. En effet, le temps de fumage d'un poisson n'est jamais le même qu'un autre, donc on ne peut pas s'imaginer qu'on fume autre chose dans le même four en même temps. Est-ce qu'ils ont fait avant ou après d'autres poissons? Il faut savoir que le saumon, il est fumé à 24 degrés. Donc selon la halakha, en dessous de 45 degrés qui est Yad Solet Edbo, il n'y a pas de contamination croisée possible. Par rapport aux grilles sur lesquelles on pourrait fumer le saumon, En Melicha Bekelim. Donc je ne sais pas par quel principe on pourrait interdire du saumon fumé. Moi j'ai visité des dizaines et des dizaines d'usines, j'ai jamais vu aucun problème, aucun risque dans ces usines-là. Ici en Hollande, on m'a amené dans une usine où on m'a dit qu'il y avait un risque. Je suis allé et on n'a rien trouvé. Finalement, dans la plus grande usine de saumon fumé, celle qui livre pour les États-Unis et également pour Israël, qui a
plusieurs certificats de cacheroute par rapport aux différents distributeurs et par rapport aux différents clients. Ils ont mis en place aujourd'hui un saumon fumé qui n'est pas cachère. En effet, ils récupèrent maintenant les restes de tranches de saumon et font un espèce de pâté. Et ils appellent ça du saumon sandwich. C'est comme de la charcuterie, mais de la charcuterie de saumon. Et là, effectivement, ils rajoutent des protéines de poisson. Donc, pour moi, c'était le premier saumon fumé qui est élaboré de manière tout à fait standard, mais ensuite est récupéré et reformaté pour avoir la forme d'une saucisse qu'on peut couper taille d'un sandwich, ensuite est découpé comme de la charcuterie. Donc on peut acheter de partout le saumon fumé ou... Moi, j'achète partout le saumon fumé et je le consomme. Tu avais une question sur la glace. D'accord. Je ne sais pas si tu auras de réponse. Alors c'était juste à propos des Häagen-Dazs. Donc on sait qu'on nous dit toujours tous les parfums sont cachers. Bon, dernièrement, on m'a dit que l'arôme raisin n'était pas cachère. Et donc peut-être on peut comprendre peut-être pour un problème de raisin. Je sais qu'il y a un nouveau parfum aussi, truffe chocolat avec champagne. Et donc le champagne, si ce serait à base de raisin, a priori, ce serait aussi pas cachère. Donc est-ce que c'est cachère ou pas? C'est absolument à vérifier. En effet, pour l'anecdote, un jour, quelqu'un m'appelle de Monaco et me dit Monsieur le rabbin, j'ai une question très urgente. Donc lorsqu'il y a une question très urgente, je rappelle tout de suite. Et la personne me dit, écoutez, je suis avec mon épouse chez Häagen-Dazs à Monaco et la glace est en train de fondre et on ne sait pas est-ce que le waffle qu'ils ont mis, est-ce qu'il est également cachère ou pas. Donc, étant donné l'urgence de la question, mais je ne savais pas quoi répondre puisqu'effectivement, je pense que la gaufrette ne fait pas partie du certificat de cacheroute du OU sur Häagen-Dazs. Concernant ces deux nouveaux produits, vous avez raison de vous inquiéter puisque s'il y a du champagne, effectivement, ça n'est pas cachère. Mais est-ce que c'est réellement du champagne ou c'est un arôme champagne qui a été mis dedans? Je n'en sais rien. Il faut vérifier cet élément. Je pense que sur le site de Häagen-Dazs, il y a le certificat de cacheroute du OU dans lequel il est écrit exactement quels sont les parfums qui sont cachères, dans lesquels il y a du lait ou pas de lait. Les pims, ils sont halavi ou ils sont parvés? Alors, la règle de tous les grands organismes de cacheroute, c'est lorsqu'il y a du lait dans l'usine et qu'il n'y a pas de surveillance, on ne peut jamais considérer le produit comme parvé. Donc c'est très clair, même si sur les ingrédients il n'y a pas écrit lait ou si sur les ingrédients il y a écrit trace de lait, si c'est un produit non surveillé, on ne peut pas le considérer comme parvé, étant donné qu'il y a des halakhot concernant les ustensiles, il y a des halakhot concernant les restes, et on ne peut jamais être sûr, puisque pour eux, c'est un produit qui est autorisé dans leurs usines, et puis c'est tout. Donc il faut le considérer comme halavi, si j'ai bien compris. De toute façon, même s'il a un sigle de cacheroute annuel, si par exemple un des grands organismes des États-Unis va donner une certification à cette usine, elle ne pourra jamais lui donner un certificat parvé puisqu'il y a une omniprésence de lait dans cette usine. Mais il n'y aurait pas de problème de Halav Israël, non? Halavakoum. Ah ben si c'est du lait, c'est certainement pas du lait surveillé qu'il y a dans l'usine. Donc c'est Halavakoum ce qu'il y a. Donc une personne qui prend Halav Israël devrait s'abstenir de consommer. Totalement. Il devrait s'abstenir totalement de consommer des produits qui sont manufacturés dans une usine dans laquelle il y a de la poudre de lait ou de la poudre de lactose. Tout à l'heure, on parlait du vin qui avait un côté sacré et que du coup, il fallait prendre avec une surveillance. Ça concerne également le jus de raisin. Tout à fait. Mais est-ce que les produits dérivés, comme le sucre fait à partir du raisin, ou les matières sucrantes à partir de raisin, sont également concernées? Alors, votre question est très bonne. En effet, il y a un autre produit que vous n'avez pas cité. Je vais commencer par ce dernier pour essayer de développer votre question. C'est l'huile de pépin de raisin. L'huile de pépin de raisin, on a un produit phare
chez le sieur qui s'appelle l'Isio 4, dans laquelle il y a 4 huiles, et dedans il y a donc l'huile de pépin de raisin. Le Khatam Sofer autorise l'huile de pépin de raisin puisqu'il dit que ce n'est pas un produit du raisin, c'est un produit du grain qui lui est cachère. Pour Rav Meir Harik, le pépin de raisin reste un des produits ou des sous-produits du raisin et donc est interdit. Cette controverse est jusqu'à nos jours et c'est pourquoi il y a certains qui autorisent l'huile de pépin de raisin, d'autres ne l'autorisent pas. Lorsque vous parlez de sucre de raisin ou de matière sucrante, le problème c'est que dans une économie de marché, on va essayer toujours de récupérer la matière première au meilleur prix. Or, lorsqu'il s'agit de ces produits-là et que la plupart des raisins est utilisée pour faire du vin, on va récupérer les tanins, on va récupérer le sucre, on va récupérer tous ces sous-produits après Hamshacha, c'est-à-dire après qu'on ait fait du vin. Donc tous ces sous-produits proviennent, selon la halakha, du vin et sont donc interdits. Un certain Raphaël B. nous pose la question de savoir qu'en est-il des produits de chez Lidl. On n'a pas vraiment d'informations sur ce qu'ils font. La sauce tomate, les céréales, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent. Est-ce qu'ils ont raison de le faire ou est-ce que... Il est très dur, et chez Aldi et chez Lidl, de savoir la provenance des produits. En effet, ils font des contrats qui durent 6 mois avec leurs fournisseurs. Des fois, ils sont renouvelés, même très longtemps, mais des fois pas. Et ils optent pour se servir chez un fournisseur moins cher, dans un autre pays, lointain. Et donc, on n'a aucune assurance pour savoir que ce produit est réellement cachère et répond aux critères de la halakha. Je sais ici qu'en Hollande et également en Belgique, on essaye de suivre les produits et très très fréquemment, Lidl ou Aldi nous prévient, nous dit nous avons changé de fournisseur, que ce soit pour des produits très simples d'élaboration comme peanut butter, c'est du beurre de cacahuète, tout à fait, ou alors ce qu'ils appellent le hacheslar, c'est des tout petits copeaux de chocolat pour mettre sur le beurre, donc des produits très très hollandais et qu'on voudrait autoriser, donc pas uniquement avec la marque connue qui a été vérifiée. On se rend compte que de temps en temps, le fournisseur est totalement différent. Ce n'est plus l'usine mère qu'on connaît ici, mais c'est un autre fournisseur, autre part dans le monde, qui fournit Aldi et Lidl. Donc il y a une double vigilance à avoir sur ces produits-là. À propos de la sauce tomate Lidl, parce que je sais qu'énormément de personnes la prennent, c'est sous la marque Nostia, je crois. C'est une purée de tomate, et donc beaucoup de personnes la prennent. Mais dans la liste, elle n'est pas marquée. Apparemment, selon la liste, elle ne serait pas cachère, donc on ne sait pas est-elle cachère ou pas. La sauce tomate répond aux mêmes critères que les produits qui ont été fabriqués dans une usine où il pourrait y avoir des produits carnés qui sont fabriqués peut-être pas dans les mêmes cuiseurs, mais dans le même système de chaudière où il y a des retours de vapeur. La situation en France n'est pas bonne du tout. En effet, la campagne de tomates est environ pendant 3 mois. On ne ferme pas l'usine au bout de 3 mois. Et ce ne sont pas d'autres produits, d'autres légumes ou d'autres fruits qu'on va faire. Dans les années 70, c'est ce qu'on a essayé de faire, mais on s'est rendu compte qu'il y avait des trous puisque les saisons ne sont pas exactes, les récoltes ne sont pas à une date précise, et donc les ouvriers restaient sans travail pendant une période assez importante. C'est pourquoi il a été décidé dans toutes ces usines-là de développer les sous-produits de la tomate. Et c'est pourquoi on pourra retrouver souvent des formes de tomates pelées, sauce tomate et autres à la viande qui sont conditionnées durant toute l'année dans cette usine où on a déjà préparé durant la période de la récolte des grands
des big bags, ce qu'ils appellent, c'est des containers de 75 kilos dans lesquels il y a du concentré de tomates. C'est pourquoi en France, il faut réellement s'abstenir de prendre de la sauce tomate, sauf si elle est sous surveillance rabbinique. Par contre, en Italie, ce n'est pas tout à fait ça la situation, et on ne peut pas dire que c'est Mourzak, on ne peut pas dire qu'il y a automatiquement de la viande. Il y a certaines usines qui ont de la viande, mais la plupart des usines ne font absolument pas de viande et restent sur des produits uniquement des dérivés de tomates avec des arômes en plus, avec des épices en plus, mais restent sur du produit de tomates. Et c'est pourquoi on peut consommer de la sauce tomate d'Italie avec la présomption qu'il n'y a pas de problème. On a une question de Sarah Andrea ZK. Peut-on acheter le glucose n'importe où? Alors, je ne sais même pas à quoi ressemble du glucose quand on l'achète. Parfait. Donc le glucose est totalement cachère. Par contre, il risque fortement d'être hametz, puisque à cause des OGM, la plupart du glucose en France est à base de blé. Et donc c'est du sucre extrait du blé. Et on va l'utiliser souvent comme matière sucrante dans beaucoup de produits. Autre question sucrée de Vanessa C. Le sucre perlé, le sucre glace, est-ce qu'on peut les acheter partout? Alors, il y a dans certains sucres perlés, dans certains sucres glaces, du E472, qui est donc du monoédiglycéride d'acide gras, qui lui ne peut pas être consommé sans certification cachère, puisqu'il peut être extrait soit d'une graisse végétale ou d'une graisse animale. Donc, ne sachant pas ça, je dois m'abstenir de prendre ces produits s'il y a présence de E472. Il y a d'autres dérivés qui ont uniquement du sucre et de l'amidon. Ceux-là seront donc autorisés. Dans la série Légendes urbaines, j'ai déjà entendu à plusieurs reprises « Non mais le coca de Pessah, en fait, c'est le même, ils ont juste mis un tampon dessus. » Ok, alors, j'ai déjà répondu partiellement puisque vous m'avez demandé la question sur le glucose. En effet, le caramel du coca est fait sur une base de glucose et les pays européens préfèrent largement le glucose de blé à cause des questions qu'ils peuvent avoir des consommateurs sur les OGM. Et c'est pourquoi il y a de forts risques que le Coca-Cola sans Hercher soit chametz. Donc il est totalement interdit d'acheter le Coca-Cola dans le commerce. Il est vrai que l'usine, certainement, n'a pas juste fait pour la clientèle cachère du Coca-Cola avec du caramel fait sur une base de pommes de terre ou sur une base de betterave. Mais certainement, on a fait pendant plusieurs mois. Donc on peut avoir du pot et peut-être tomber sur du Coca-Cola cachère, mais on n'est jamais sûr si on n'a pas l'estampille rabbinique sur le Coca-Cola. C'est la roulette russe. Tout à fait. Très bien. Eh bien, écoutez, merci infiniment pour toutes ces questions. Merci pour votre temps. Merci d'être venu à Amsterdam. Pour votre patience aussi, merci. De nous avoir visités et d'avoir vu comment est-ce qu'une très vieille communauté vit avec ses traditions et ses particularismes dans l'harmonie du reste des communautés juives d'Europe. Nous avons été rejoints pour quelques instants par un collègue de Rav Wolf qu'il va vous présenter. Il s'agit du Dayan Rav Raphaël Evers, qui est donc mon collègue au Bet Din. Nous siégeons sur différents sujets, surtout pour malheureusement les guitines, les divorces, mais encore d'autres affaires importantes dans la ville. Et il est lui-même à même de vous expliquer très bien différents particularismes du judaïsme néerlandais. Lorsqu'on parlait avant sur les Juifs de Rome qui consomment du fromage non surveillé, il y a également en Hollande certains particularismes. En effet, par exemple, on consomme des cailles. On sait que lorsque le Rav Moshe Chaim Luzzatto, le Ramchal était là
à Amsterdam pour publier le Mesilat Yesharim et encore d'autres livres. Il a fait une grande Souda dans laquelle il a servi d'écaille. Et ces écrits sont là, ils sont dans les archives. Nous avons beaucoup d'archives, beaucoup d'écrits. Ici, nous sommes la cité de l'imprimerie. On sait que Amsterdam a joué un rôle très important dans l'impression de livres sacrés. Et aujourd'hui, celui qui est le plus prolifère en écrits rabbinique, c'est le Rav Evers qui a publié des dizaines de livres sur différents sujets. Il les a publiés en néerlandais, mais il est également l'auteur du Shelot Utshuvot Veshav Verefalo, dans lequel il traite de beaucoup de sujets où effectivement les us et coutumes néerlandais sont légèrement différents des us et coutumes habituels. Can you speak us about some minhagim that you have in Holland? In Holland, yes. We have several minhagim. First of all, the most famous one is that we do not wait 6 hours between meat and milk. We wait only 1 hour, and I think it's a very original minhag, because if you look into the Shulchan Aruch, in the Chelek Yoredea, the part of Yoredea where it speaks about kashrut, you will find in chapter 87 that... Excuse me. You will find in chapter... You can cut it out, I hope. Huh? You will find in chapter 89 that the Rama, who is the Poseka Ashkenazi, who is the biggest Ashkenazi rabbi from Poland, by the way, that he writes that the minhag, which was Nahuk, which was Mekubal, Medinotenu, in our lands in Poland, was to wait 1 hour between meat and milk. And this is a good Dutch minhag, because our minhag is older than the Shulchan Aruch, or than the Rama. So we have a very good minhag, and although nearly everybody else keeps 6 hours or 3 hours, but this stayed still the minhag in Amsterdam. Then we have some other minhagim, for example, not to wear a gartel like the Hasidim do, because we say, like Tosafot, that our chagor, our belt from our trousers are enough to be a separation between the upper part of the body and the lower part of the body. And we also do not wash maim achronim, which means after the Suda, you wash your hands to take away the salt of the Yam HaMelech, the really very dangerous salt, because we don't have them anymore, and this is very mekubal, this is very accepté in Amsterdam, not to wash the Maim Achronim, although the Shulchan Aruch says, and the Gemara brings down, that it is Maim Achronim Chova, it's really an obligation to do it. And a guy from Amsterdam could wait just 1 hour if he is Ashkenazi? If he is Ashkenazi, he can, if he has the Masorah, if he has the tradition from his parents to, or from the community to wait 1 hour, he can absolutely do that, absolutely. Although the Shulchan Aruch itself says that Kol Mi Sheyesh Bo Ruach Torah, everybody who has a Reach Torah, it's a smell of Torah, which means he's connected with Torah, should wait 6 hours. But still, the minhag was here to wait 1 hour. Only not the Rabbanim. It's written down in all the books that the Rabbanim were always waiting 6 hours. And just because of the Shulchan Aruch, all the Noseh Kelim, how do you say this? All the commentaries, because of the Noseh Kelim, the commentaries on the Shulchan Aruch, they say that although the Rama writes 1 hour, for somebody who is learned and well versed in the Torah, he should wait 6 hours. Okay, thank you very much. That's it. I've got one last question. I think people will ask when they will know that you wait just 1 hour for a regular Jew. Yeah. And is there any form you can fill to become a Yes, there are ways to become a Dutch Jew. There are ways to become a Dutch Jew. That's by marrying. If a woman marries a Dutch husband, that's why the Dutch husbands are so wanted in the world, because then they follow the husband of their... Then they follow the minhag, the custom of their husband, and then they can wait 1 hour.
most wanted are Tunisian husband because we can eat even rice at On Pesach. Pesach. Very good. Okay, thank you. Thank you. Thank you very much. Mivon siya Shoy sham khoy khi Avaskara Mesos doidi Mivon siya Shoy sham khoy khi Mivon siya Shoy sham khoy khi Sos doidi Mivon siya Shoy sham khoy khi